Tenez-vous bien mes amis, le plus gros SummerSlam de l'histoire est passé. Et il y en a des choses à dire, bon sang. Toutes les grandes phrases de Triple H et compagnie étaient-elles justifiées alors? Sirotez un petit café et parlons de tout ça ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur la nuit 2 de SummerSlam. C'est parti. Mes beautés, parlons bien, parlons catch, parlons nuit 2 de SummerSlam. Et oui, ça y est, le premier SummerSlam de l'histoire sur 2 nuits est passé, on peut en faire le bilan. Et surtout, on va se focaliser sur la nuit 2, puisque on a déjà parlé de la nuit 1, je vous invite à aller voir juste après si vous l'avez pas encore fait, tout ce que j'avais pu dire et constater sur la nuit 1. Et la grande question, c'est est-ce que la nuit 2 a été meilleure? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans le match que personnellement j'attendais le plus, celui qui m'excitait quand même depuis un beau moment, ne serait-ce que pour toutes les possibilités dans son finish, et vous allez voir, on peut considérer que ça a quand même été à la hauteur en termes de surprise et de choc, hein. Et oui, croyez-moi, on n'est pas au bout de nos peines. John Cena contre Cody Rhodes, bien sûr, pour le titre WWE, le rematch de WrestleMania 41, qui, rappelez-vous, pour moi, était un désastre complet. Et la grande question, c'est est-ce qu'ils ont réussi à rattraper le fiasco d'il y a quelques mois? Et la réponse, je vais vous le dire, c'est oui. Oui, 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 et avec grand plaisir. Croyez-moi, je suis vraiment le plus heureux de constater que cette fois-ci, c'était largement meilleur. Pourquoi? Déjà, laissez-moi vous dire que il y a eu quand même un événement majeur juste avant, dans le build-up de ce Cena-Cody. Bon, un événement qui est pour moi quand même un peu discutable, hein. Il est quand même pas exécuté de la meilleure des manières et sort un peu de nulle part, mais bon, ça change quand même la donne pour ce match. Alors quel événement? Je parle bien sûr du face turn de John Cena. Alors, c'est vrai qu'on peut considérer qu'on se fout un peu de notre gueule, hein, dans cette histoire, parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, dans le SmackDown juste avant SummerSlam, John Cena a complètement fait un face turn. En gros, il a commencé à expliquer, oui, on a voulu me faire de la télévision choquante, mais au final, je me suis retrouvé tout seul dans ce registre-là, ou du moins dans ce personnage-là, entre guillemets, mais c'est pas vraiment moi. En gros, toute l'idée, de toute façon, c'est ce que Cody Rhodes avait dit la semaine d'avant, il voulait avoir le vrai John Cena, c'est ça qu'il voulait affronter, on va dire, à SummerSlam. Et c'est bel et bien ce qui s'est passé. Bon, moi, ma critique principale sur ça, c'est que, ok, tôt ou tard, le face turn de John Cena serait arrivé. Il allait pas prendre sa retraite en étant heel, hein, soyons intelligents. Mais de l'autre côté, je me dis, vous nous faites le heel turn avec The Rock à Elimination Chamber, Cena qui vend son âme, Cena qui devient heel, qui dit qu'il veut ruiner le catch pour tout le monde, qui veut être le dernier vrai champion. Tout ça pour que, juste dans une promo comme ça, au détour d'un SmackDown, ils te disent... Oh bah quoi que non, en fait je veux pas vraiment ruiner le catch, non, je veux juste que vous vous souveniez de moi, voilà, je suis pas vraiment comme ça, non, je reviens à ce que je suis vraiment, allez hop, je redeviens face. N'est-ce pas, honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'est-ce pas déjà une honte en termes de facilité et de stupidité de faire un face turn de ce genre-là? Et surtout, est-ce que vous trouvez pas que, franchement, quand tu t'es investi dans ce run, avec tout ce qu'il a pu dire, et l'énergie qu'il a pu y mettre, hein, ça c'est quand même indéniable. Que tout ça en gros soit complètement terminé, bâclé, d'une simple promo comme ça en weekly, qui sort un peu de nulle part, vous trouvez ça bien vous? Moi personnellement je trouve que ça sort complètement de nulle part, et que c'est le face turn le plus débile que j'ai vu de ma vie, vraiment, en tant que fan de catch bien sûr, et bref, le point positif malgré tout c'était que ça créait un match face contre face, et en l'occurrence, je pense aussi que c'est ce que beaucoup de fans voulaient voir, que ça faisait quand même un beau moment que les fans, en tout cas dans les arènes, ne demandaient qu'à aimer, qu'à encourager John Cena, et que ce heel turn n'a jamais vraiment fonctionné, même si il y avait eu du mieux. Je me rappelle notamment au moment de la feud avec CM Punk, un John Cena qui expliquait que tout ça était un grand plan depuis le début. Bon, le fait est que ça c'est bel et bien terminé, hein. Le run en tant que heel aura duré de mars à août. Et personnellement, je trouve que ça aurait eu beaucoup plus d'impact émotionnellement parlant de faire le face turn de John Cena vraiment à la toute fin, à son dernier match. On aurait non seulement été heureux de retrouver Cena, le vrai Cena entre guillemets, au moment fatidique, on va dire, et puis surtout ça aurait, à mon avis, créé beaucoup plus d'émotions. Le fait est que les entrées, je les ai bien aimées, notamment celle de Cody, qui avait un masque, comme il met souvent d'ailleurs dans les grands événements, avec d'abord un petit instru avant d'arriver à son team song. En tout cas, de belles entrées, avec aussi un stage, comme je le disais, un stage qui est quand même plutôt travaillé. En tout cas, c'était pas un stage random comme d'habitude, hein. Il y avait quand même un côté
un minimum épique et impressionnant, ne serait-ce que par le côté massif et imposant de ce stage. C'est quand même rare à la WWE de nos jours, alors je vais quand même le souligner. Et bref, on avait donc un soin, même si c'est pas non plus un soin extraordinaire, mais quand même un soin mis dans tout ça. Bref, le fait est que le match en lui-même, pour moi, alors j'attends vos retours, pour moi c'était le meilleur match du week-end, clairement. Il y avait déjà la stipulation, le street fight, qui le rendait très dynamique ce match, avec beaucoup de coups variés. Évidemment, pouvoir sortir du ring, pouvoir faire, bon, même si c'est une succession de spots malgré tout, mais bon, tout s'enchaînait, je trouve, de manière assez dynamique. Je retiendrai notamment le moment où ils sont allés sous le stage, pour au final, Cena qui monte sur la petite plateforme que Cody Rhodes utilise pour son entrée, avec Cody sur ses épaules, avec de la fumée autour et de la lumière, ce qui était très original, hein, d'ailleurs. Excusez-moi de vous déranger, mais je pense que si le Final Boss était apparu de cette façon-là à The Rock, en montant comme ça sur sa petite plateforme avec Cody sur ses épaules, ça aurait vraiment eu de la gueule. Mais bon, avec Cena, ça avait de la gueule aussi. En tout cas, ils ont pu se déplacer, ils ont pu aller dans la foule, se servir de pas mal d'objets, alors on regrettera malgré tout, ça sera toujours mon dada, et à juste titre, parce que le ring c'est sacré. Trop de sponsors partout, la table Slim Jim, le match Whitley Vodka, enfin je me dis, oh là là, mais jusqu'où, nom d'un chien. Mais bon, en fin de compte, si je fais vraiment le bilan, je me dis, ben, pour moi, c'était, en termes de rythme, en termes de performance, même si Cena n'est clairement plus dans son prime physiquement, hein, ça se ressent quand même pas mal, mais c'est normal, hein, ça fait un moment que je le dis aussi, que même physiquement, il n'a plus rien à voir, et malgré tout, je trouve que ça restera, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, le meilleur match de la dernière année de Cena, du run final de Cena, je trouve. Bon, en même temps, la barre était pas très haute, hein, par rapport à tout ce qui avait précédé, mais bon, faut quand même le dire. Moi, ma seule critique, mais bon, ça c'est le catch actuel, hein, je pense que, surtout dans les matchs importants pour le titre à la WWE actuelle, on ne peut plus y échapper. Hélas, les gars, hélas. De quoi je parle? Je parle bien sûr de l'accumulation de finishers abusés, tellement de false finishes, à tel point que les prises de finition ne valent plus rien. On en est à un point où on est vraiment pas loin d'avoir besoin de 10 finishers parfois, peut-être, bientôt, pour mettre à terre on va dire un gars important, un main eventer. Vous vous rendez compte? Les prises de finition ne valent plus rien. Quand je pense à une époque, et c'était il y a pas si longtemps quand même, hein, où au grand maximum t'avais 2 finishers hein, pour gagner. Je me dis, bah déjà, tu protèges plus du tout les finishers, ça ne vaut plus rien, et puis surtout, à partir du moment où tu fais plein de false finishes, bah t'es un peu moins, on va dire, à fleur de peau, vous voyez l'idée en gros, à le vivre à fond, parce que vous dites, bah je sais que quoi qu'il arrive, il y aura 10 000 false finishes avant qu'il y ait vraiment un moment qui puisse vraiment être le vrai finish. D'ailleurs, un moment qui m'a vraiment choqué, et franchement, quand vous prenez du recul, c'est hallucinant. Il y avait des fans qui, à un moment, chantaient Super Cena. Quand on sait que Super Cena, c'est quand même le traumatisme de toute une génération, de plusieurs générations même de fans de catch, dans toutes les années 2000, 2010. Je me dis qu'on en vienne à un point où aujourd'hui les fans chantent Super Cena. Les temps ont changé, hein, les temps ont changé. Avant, on dirait que tout ça a été oublié, ou plutôt, c'est toute une génération de fans qui n'a peut-être pas vécu tout Super Cena. Mais croyez-moi qu'on en vienne là à chanter ce nom-là, alors que c'était quand même réputé pour être un gars qui enterre tout le monde, qui enterre plein de talents, qui bat tout le monde, qui gagne tout le temps, et qui avait saoulé tout le monde. Je me dis, on va dire les temps ont vraiment profondément changé. En tout cas, ce qui est vraiment particulier, c'est bien sûr le finish. Alors pourquoi le finish est mémorable? Non seulement parce que bon, Cody Rhodes a gagné, à force de finisher, à force, il a fini par terrasser Super Cena, et j'ai envie de vous dire, c'est clairement Super Cody hein, maintenant. Super Cody, il peut se prendre 10 000 attitude adjustment, un attitude adjustment du coin du ring sur les cordes, il peut s'en prendre un aussi sur la table, peu importe, il est invincible Cody Rhodes, il est invincible. Mais bon, au moins ils ont choisi de le booker lui hyper fort, tout comme Super Cena jadis. Et c'est vrai que toute la scène finale était très intéressante parce que Cody Rhodes, en fin de compte, a donc vaincu Cena et surtout, il est resté face tout le long. Moi, à ce moment-là, j'étais un peu, sur la pointe des pieds, enfin vous avez compris l'idée, j'étais suspendu à ce qui allait se passer. Je me disais, est-ce que Cody va vendre son âme? Est-ce que The Rock va arriver? Est-ce que tout ça a été une grande ruse de Cena et il va redevenir heel? Ou alors, est-ce que
tout simplement, ils vont, comme ils ont fait, hein, à un moment, se serrer la main, se respecter, être tous les deux face, pas de trahison, et tout se termine bien. Et à un moment, je croyais vraiment que bon, bah, c'est ce qui va se passer, parce que mais il n'y a donc pas eu de trahison, Cody n'a pas vendu son âme, il a récupéré son précieux, il redevient champion. D'un côté, tant mieux, parce que je trouve que sans titre, pas la même dimension le Cody, donc ça lui fera pas de mal. Et il reste face, donc en tout cas, pour ces prochains temps, a priori, il ne vend pas encore son âme. Est-ce qu'il la vendra un jour? On sait pas. Pas non plus de final boss dans les parages, alors dommage, je trouve que ça aurait été peut-être intéressant pour toute cette histoire autour du heel turn de Cena, dont The Rock est quand même à l'origine, que The Rock soit au moins impliqué dans une autre scène que le heel turn de base entre les deux hommes, mais bon, non. Et c'était plutôt un passage de flambeau, j'ai envie de vous dire, parce que Cena, donc, serrait la main à Cody, le félicitait, les fans l'ovationnaient, c'était clairement le face turn complet de John Cena, qui était reconnu à sa juste valeur, hein, parce que oui, John Cena est un des plus grands de tous les temps, et mérite ce respect, évidemment. Mais surtout, ce qui s'est passé une fois que Cody était parti, ça, j'ai vraiment sursauté, je m'y attendais pas. Et pour le coup, vous voyez comme... alors, paradoxalement, hier, moi, je disais au contraire que le cash-in de Seth Rollins, je m'y attendais, je le sentais arriver. Autant, là, le retour de Brock Lesnar, je vous le dis, là, j'étais content, c'était imprévisible pour moi. J'étais quand même assez convaincu depuis un moment que Brock Lesnar, avec toutes les casseroles autour de lui, même si tout ça, bon, évidemment... chacun fait son avis dessus, évidemment. Mais bon, le fait est que son nom est teinté de polémique. On n'est pas là pour parler de ça, mais je me disais, rien qu'à cause de ça, je vois mal Brock Lesnar revenir. Et pourtant, ben là, ça y est, 2 ans après sa dernière apparition, hein, c'était contre Cody Rhodes à SummerSlam 2023, Brock Lesnar est de retour. Et non seulement il est de retour, mais en plus, de quelle façon, puisque on avait un Brock Lesnar bien plus chevelu qu'avant, en mode cowboy complet, c'était le cowboy Brock, bon ça c'était déjà le cas depuis 2021, mais là encore plus, hein, encore plus, et qui a donc été sur le ring, aller faire un F5 à John Cena et s'en aller. Donc pas de final boss, pas de The Rock, mais la grande question, et peut-être qu'on aura des éclairages ces prochaines semaines, est-ce que Brock Lesnar a pas été envoyé peut-être par The Rock / le final boss pour punir John Cena d'être repassé du bon côté, de ne pas avoir respecté, on va dire, peut-être les engagements qu'il aurait dû garder et préserver avec The Rock? Est-ce que tout ça est connecté au final boss? Est-ce qu'il est un peu son messager? Possible, je trouve que ce serait intéressant de présenter les choses de cette façon-là. Et donc, après, on va dire déjà la fin de SummerSlam 2021, où Brock était revenu à la fin de Roman Reigns contre John Cena pour confronter Roman Reigns, puis hors antenne, détruire Cena, mais cette fois-ci, il vient directement confronter Cena. Et donc, après toutes ces années, on repart sur du Brock Lesnar contre John Cena. Bref, tout ça était très imprévisible, très choquant, et mémorable, ça c'est indéniable. Et la suite du show, enfin le reste du show, par contre, ça, globalement pour moi, l'était beaucoup moins. Mais bon, on a eu un main event de qualité, et je vais pas m'en plaindre, c'est quand même bien, et je le souligne quand ça arrive. Déjà, l'opener, Naomi contre Rhea Ripley contre Io Sky, le fameux triple threat. J'étais content, c'est ce que je retiendrai moi de ce match, que Naomi conserve sa ceinture, avec une Rhea Ripley qui n'arrive toujours pas à officiellement vaincre Io Sky, qui reste vraiment sa bête noire. Hein. Alors moi je regretterais une fois de plus, malheureusement, c'est une tendance qu'on retrouve, je trouve, hein, chez quasiment la plupart des catcheurs actuels, tout ça paraît vraiment très chorégraphié, c'est vraiment une succession de spots exécutés en équipe, et bon, les fans, pour le coup, actuels, adorent ça. Donc je me dis, c'est du fan service, hein, en quelque sorte, hein, les spectateurs présents sur place, qui sont prêts à payer des centaines, voire des milliers de dollars pour assister à ces shows, adorent tous ces spots, et j'ai l'impression en tout cas qu'ils viennent en grande partie pour ça. Donc, est-ce que la WWE a tort de faire ce genre de match? Non. Après, il y a aussi des fans comme moi par exemple qui ne sont pas vraiment clients de ça. Et on peut dire que le grand match TLC par équipe était totalement dans cette même veine. Hein. Même si je soulignerais que c'était cool que les Hardy Boys et les Dudley Boys, eux qui sont un peu les pionniers de cette stipulation depuis l'Attitude Era, aient été présents en ringside, enfin en tout cas présents sur place, qu'on les a montrés. Je trouvais ça cool, clin d'œil au passé. Et évidemment, ce match était tout ce qu'on pouvait attendre, imaginer de cette stipulation avec plein de spots, des échelles qui se cassent, des tables, etc., etc.
bon, rien d'étonnant. Après, ça fait toujours son effet, ça crée toujours tous ces chants en pagaille, j'ai envie de vous dire. Et au moins le point positif que je retiendrai, c'est que les Wyatt Six ont gagné ce match et qu'ils ne sont plus dans l'anonymat. Alors, autant je trouve que se servir d'eux comme une simple équipe dans la division tag team, certes dominante, bah, que c'est très réducteur, hein, qui pourrait être bien plus intéressant et utilisé de manière bien plus créative. Mais bon, au moins, ils ne sont plus dans l'anonymat complet. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Alors la palme du match le moins intéressant de la soirée, pour moi, c'était Becky Lynch contre Lyra Valkyria pour le titre intercontinental féminin. Bon, le seul point positif que j'y vois, c'était que la stipulation, le fait que tout était permis, que des objets pouvaient être utilisés, ça rajoutait beaucoup plus de variété, et surtout ça rendait le match quand même différent des affrontements précédents, mais en soi, personnellement, je m'en fichais royalement. Je trouve que c'est un grand échec, c'est cette feud depuis le début. Ça manque de profondeur, ça manque de vrais personnages, ça manque de substance. Et d'ailleurs, étonnant de constater à la fin que tout ça, c'est pour mener à ce que Becky Lynch gagne. Comme quoi, on va dire, l'initiative Lyra Valkyria, hein, qui est un peu... on sent que c'est quand même un des projets majeurs dans la division féminine depuis quelques mois. Ben, ça a priori pas vraiment fonctionné, hein, puisque sinon ça se serait terminé par une Lyra Valkyria qui sort vainqueur de cette rivalité, et c'est pas le cas. Sinon... on avait aussi le match Steel Cage pour le titre des États-Unis entre Solo Sikoa et Jacob Fatu, le match, j'ai envie de dire, Bloodline Samoan / polynésien. Et bref, ce match-là, est-ce qu'il m'a diverti? Bah, oui, plus ou moins. Après, le problème, c'est que on se doutait bien qu'il y aurait tous les sbires de Solo Sikoa en ringside, qu'il y aurait d'une manière ou d'une autre des interventions, comme il y en a eu, hein, que Jimmy Uso viendrait probablement pointer le bout de son nez aussi, ce qu'il a fait. Et le problème, c'est que, comme je disais récemment, hein, je vous invite à aller voir ma vidéo dessus d'il y a quelques semaines, plus il y a de Polynésiens, on va les appeler comme ça, autour de la Bloodline, ou appelez ça comme vous voulez, autour de la dynastie des Anoa'i, de près ou de loin, on va dire, plus ils deviennent ordinaires au milieu de la masse, ils sont noyés au milieu de quelque chose de très random et difficile de briller pour eux déjà au milieu de ça. Par exemple, JC Matteo, là, il sert déjà plus à rien, alors que c'était censé être un peu un événement, hein, il y a quelques mois. Bref, pour moi, le moment le plus mémorable, c'est surtout Jacob Fatu qui, à un moment donné, était menotté à la cage et a quand même réussi à casser ses menottes, ce qui le rendait quand même assez intimidant et assez puissant. Je me disais, ah tiens, là c'est badass. Pour le coup, un Jacob Fatu qui a la force de briser des menottes, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Après, pour vous donner une illustration de ce qui pour moi est totalement ridicule dans le catch actuel, malheureusement, hein, j'aimerais dire le contraire, c'est ce que je pense, c'est le dernier spot du match où après le finish, une fois que Solo Sikoa avait gagné, là c'est un petit coup de main on va dire de Tala Tonga, c'est le moment où dans le ring t'avais Tonga, Loa et JC Matteo qui étaient là au milieu, ils attendaient que Jacob Fatu leur fasse le moonsault du haut de la cage sur eux. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui se rendent compte en voyant ça que là t'as deux types qui attendent littéralement pendant plusieurs secondes comme des pitres en bas, que le type d'en haut leur saute dessus, alors que c'est censé être quand même quelque chose qui va leur faire mal, qui est censé les mettre à terre, hein, les dominer. Là, ça donnait totalement une impression de chorégraphie, de numéro de cirque. En gros, oui, vas-y Jacob, fais ton salto arrière, on t'attend en bas, on te réceptionnera. Ils attendaient là comme deux guignols. Je me dis, là... pour donner une impression de chorégraphie et de combat totalement fake et pas crédible. Alors oui, on sait que tout est scripté, mais tout le but est de donner l'impression que c'est des personnages qui se détestent, qui veulent vraiment se tataner, se maraver la gueule. Mais là, t'en avais vraiment pas la sensation. Je me dis, là, t'en as l'illustration parfaite de tout ça. Sinon, il y avait aussi, pour conclure, Dominic Mysterio contre AJ Styles. Alors, j'ai apprécié l'hommage d'AJ Styles à Eddie Guerrero. C'était sympa, avec évidemment tout le passif autour de Dominic Mysterio et de son père Rey, bien sûr. Le fait que tout ça ait eu lieu 20 ans après SummerSlam 2005, où t'avais le fameux Eddie Guerrero contre Rey Mysterio pour la garde de Dominic, ce qui est un match légendaire. Donc cool de faire des clins d'œil à ça avec l'entrée d'AJ Styles avec son fils, qui était en mode Eddie Guerrero, le fait aussi qu'il ait tenté de tricher.
Je vous dis, tout ça, c'était des clins d'œil sympas. Et victoire de Dominic Mysterio, en fin de compte, ce qui est logique, là pour le coup, pour moi, c'est pour en plus la nouvelle génération qui représente, il devait gagner. Alors, SummerSlam se termine donc, et j'en profite aussi pour dire que j'ai pas pour autant oublié, et je vais pas négliger dans mon compte rendu de cet événement, encore une fois de plus, hein, l'ego surdimensionné de Triple H et Stephanie McMahon. Puisque dans cette nuit 2, Triple H qui est venu ouvrir le show pour se faire mousser pleinement et dire « Oui, j'ai qu'une question pour vous, est-ce que vous êtes prêts ?» C'est ouf comme on voit Triple H à toutes les sauces, partout. On le voit dans toutes les, on va dire les vidéos promotionnelles de PLE à venir. On le met en avant sans arrêt. Je me dis, mais c'est dingue comme on veut que ce soit lui, là, non seulement la mascotte de la WWE actuelle, mais en plus comme lui doit toujours venir se mettre dans la lumière. Est-ce que vous imaginez, alors évidemment, je parle pas des côtés critiquables de Vince McMahon, on n'est pas là pour ça, mais est-ce que vous imaginez, vous, pendant toutes ces années, Vince McMahon venir à chaque début de show et dire « Oui, c'est votre show, oui, est-ce que vous êtes prêts ?» et tout. Non, non, jamais. Vince McMahon, au contraire, était quelqu'un qui, sauf pour s'impliquer dans des storylines où il était personnage, ne venait jamais prendre la lumière. Et Triple H, c'est tout le contraire, donc les détracteurs de Vince auront, je l'espère, au moins la bonne foi de reconnaître que Triple H est bien plus égomaniaque, en tout cas dans ce qu'il fait à quasiment chaque PLE, que Vince McMahon. Et tout comme Stephanie McMahon aussi est venue se faire mousser pour annoncer la fréquentation via attendance, comme on dit, de ce SummerSlam. Et pourquoi j'en parle? Parce que je veux rétablir une vérité. J'aime pas quand la WWE est révisionniste et arrange l'histoire pour paraître peut-être plus populaire aujourd'hui, alors que c'est pas le cas. Elle a annoncé en gros que oui, dans la nuit 2, il y avait 60 561 personnes. Alors ce qui n'est pas, on va dire, un stade totalement plein. Alors oui, il y a le stage, c'est vrai, et il y a des zones où il n'y a pas de spectateurs, c'est sûr, mais bon, c'est pas un sold out, hein. Ne soyons pas naïfs. Et puis surtout, ce qui m'a pas plu du tout, c'est le fait qu'elles disent oui, et sur la combinaison en gros des deux soirées, on a été 113 722, c'était donc le plus gros SummerSlam de tous les temps. Je dis non mais là, c'est malhonnête de dire ça, parce que ce qui compte c'est sur une soirée, c'est pas genre combiner les deux, c'est comme s'il y avait eu deux shows. Et évidemment que si tu additionnes deux shows, t'auras plus de spectateurs que n'importe quel autre show sur un seul soir, c'est logique. Et j'aimerais rappeler que le vrai plus gros SummerSlam de tous les temps, c'est, jusqu'à preuve du contraire, celui de 1992, celui qui se passait à Wembley, en Angleterre, et qui avait eu 78 000 environ spectateurs sur un seul soir. Voilà, ça j'aimerais quand même rappeler la vérité. Ne vous laissez pas berner par cette tentative de la WWE de toujours faire du marketing à gogo, se présenter comme étant au top, que tout est génial, patati patata. Non, le SummerSlam le plus gros de l'histoire, c'est celui-ci, c'est celui de 92. Mais bon, au moment de conclure ce show, on se pose des questions sur la suite, et la suite est excitante. Et ça, j'en suis quand même très heureux. Et je pense d'ailleurs que les personnes qui vont assister au show Clash in Paris à la fin du mois d'août, je pense qu'elles risquent peut-être d'avoir une carte assez excitante, à condition bien sûr que les matchs possibles soient tous dans le même événement. Parce que connaissant la WWE, j'ai bien peur qu'au lieu de faire toutes les grosses affiches sur un seul soir, là, ils en gardent par exemple 2 pour Paris, puis qu'après ça, ce sera peut-être à Crown Jewel en Australie, qu'il y aura aussi Survivor Series War Games à San Diego à l'automne. Je me dis, est-ce que toutes ces affiches, ils vont les étaler sur le temps? Ou est-ce que ils auront les cojones, j'ai envie de vous dire, de faire tout ça sur un seul soir et de faire une soirée épique pour les fans francophones? Ben, je vous le dis, potentiellement, là, on pourrait avoir Cody Rhodes qui défend sa ceinture contre un Drew McIntyre, par exemple. Ou alors, un Cody Rhodes contre Randy Orton, ce qui est mon affiche de rêve, à condition que Orton fasse à un moment un heel turn. Ça, pour moi, c'est affiche qui doit arriver maintenant. Si Cody est encore face, elle doit arriver. Évidemment, on va avoir un John Cena contre Brock Lesnar, normalement bientôt. Sacrée affiche, hein. Incroyable que Brock fasse finalement partie du dernier run de Cena, lui aussi. On a potentiellement aussi un match que moi je voulais avoir à SummerSlam, mais qui va bien finir par arriver, j'espère. C'est Roman Reigns contre Bron Breakker.
D'ailleurs, un Roman Reigns qui pourrait aussi prochainement affronter Seth Rollins, qui est quand même aussi sa cible hein, depuis des mois. Même si Seth Rollins, je pense qu'on est plus proche à l'instant T, à moins que Punk soit absent un petit moment, d'un Seth Rollins contre CM Punk pour le titre poids lourd, et pour conclure cette rivalité une bonne fois pour toutes, probablement dans un Hell in a Cell. Ça, je pense que ça finira par arriver, mais si Punk est absent, par exemple, on pourrait avoir un Roman Reigns contre Seth Rollins pour le titre poids lourd prochainement. Et imaginez si à Paris, les fans ont Cody Rhodes contre Randy Orton, John Cena contre Brock Lesnar et Roman Reigns contre Seth Rollins, ça aurait quand même de la gueule. Enfin bref, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle nuit vous avez préféré, quel match vous retiendrez le plus de cet événement. Et espérons qu'on ait devant nous des mois très excitants et des cartes alléchantes, notamment à Paris dans quelques semaines. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.